Bonsoir. Alléluia. La guerre scolaire est évitée. Le gouvernement ne présentera pas de nouveaux textes sur la loi Fallou. C'est officiel. Mais la manif est maintenue. La guerre nucléaire n'aura pas lieu, mais Bill Clinton et Boris Yeltsin ne détruiront pas pour autant leurs missiles. La guerre du foot est impossible. Les CRS veilleront ce soir tout au long du match PSG-OM au Parc des Princes. Et la guerre des chaînes est oubliée le temps d'une soirée. Une soirée exceptionnelle. Elle sera commune à toutes les chaînes de télévision françaises, inutile de zapper, et sera consacrée à une cause qui mérite un tel écuménisme, la lutte contre le sida. La date est fixée. Ce sera le 7 avril, de 20h30 à minuit. Avant d'écouter notre invité Claus Velay, qui souffre de ce mal et qui est président de l'association ACT UP Paris. Bonsoir. Bonsoir. Avant de vous demander ce que vous en attendez, les précisions de Henri Elie sur cette initiative prise par les responsables de toutes les chaînes de télévision réunies au sommet à Paris. Ils sont tous venus, ils sont tous là. Les PDG et les directeurs généraux de nos télévisions nationales ont oublié pour la circonstance leur rivalité. France 2, France 3, TF1, Canal+, M6 et pourquoi pas Arte, toutes ensemble. Pour la première fois au monde, télé commerciale et télé publique associées pour une même cause, la lutte contre la maladie du siècle, le sida. Et pour en parler, sur toutes les chaînes en même temps, le même jour, à la même heure, stars, animateurs et scientifiques se mobiliseront. Il s'agit de faire reculer la maladie. On va beaucoup parler aussi de la prévention. C'est très important de préserver ce bien précieux qu'est la séronégativité. Donc on va parler de tous les moyens qui permettent à quelqu'un de rester séronégatif, de se prévenir du virus du sida. Et puis on va aussi beaucoup parler de la solidarité. La solidarité, c'est le soutien direct aux personnes qui malheureusement matériellement sont dans une précarité, qui vivent encore aujourd'hui trop souvent des situations d'exclusion. Donc on va parler de leurs besoins parce que c'est une émission de recherche de fonds. Donc on va aussi leur apporter ce soutien réel, cet espoir. Et puis tous ensemble, toutes les chaînes, tous les médias et nous tous acteurs de terrain, et ben, on sera probablement les plus forts pour donner beaucoup d'espoir tout au long d'une année. Après l'accord qui vient d'être conclu et le chassé-croisé des PDG, il n'y aura pas de mesure d'audience chaîne par chaîne. Le succès viendra de l'addition de tous les téléspectateurs décidés à faire échec à une maladie désignée par 4 lettres, sida. Claus Velay, je le disais, vous êtes président de l'association ACT UP Paris, une association qui s'est toujours distinguée par des actions spectaculaires. L'obélisque coiffé par un préservatif récemment, c'est vous. Action également violente, hein, parfois, contre notamment les autorités. Comment réagissez-vous ce soir à cette initiative? Je trouve que c'est une très bonne initiative. On ne pouvait pas rêver mieux. On ne pouvait pas rêver mieux que toutes les chaînes le même soir fassent la même chose. Tous les moyens sont bons pour lutter contre le sida. C'est très important que l'information, la prévention rentre dans tous les foyers. Et la télévision est un des meilleurs moyens. Et pensez-vous que ça peut provoquer, susciter une vraie prise de conscience dans le pays? J'espère, oui. Si l'émission est bien faite, si les informations sont facilement compréhensibles et tout ça, je pense qu'il peut y avoir un sursaut. Ça veut dire quoi? Peut-être une solidarité? Qu'attendez-vous, mais concrètement, de cette émission? Concrètement, on attend que les gens soient enfin bien informés. On attend effectivement un mouvement de solidarité pour les malades. On attend aussi de l'argent, je pense. Le milieu associatif ne peut pas lutter seul contre le virus et on a besoin de ce relais que sont les médias et la télévision en particulier. Je l'ai dit tout à l'heure, vous souffrez de ce mal. Comment vivez-vous votre relation avec les autres? Avec la cité, avec ceux que vous côtoyez tous les jours? Je la vis plutôt bien. Je l'ai mal vécu à certains moments de ma vie puisque j'ai perdu un emploi à cause de cette séropositivité et j'ai aussi perdu un emploi à cause de mon homosexualité. Maintenant, je choisis les gens à qui je le dis. Je vis surtout avec des gens qui sont séropositifs ou qui sont proches de séropositifs, puisque à ACT UP Paris, on est plus ou moins malades tous, et voilà quoi. Les sondages l'ont montré, les Français ont pris conscience de la gravité du mal, sont même prêts et donnent beaucoup d'argent à certaines associations, mais manifestent comme une distance par rapport à ce mal, comme s'ils exprimaient peut-être inconsciemment leur peur. Vous le ressentez? Oui, on le ressent tous les jours.
Il suffit simplement de faire l'expérience d'annoncer comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît très peu qu'on est séropositif. Et là, il y a un blanc, quoi. Il y a un mouvement de recul. Vous pensez que les Français pensent toujours que c'est un mal de marginaux? Oui et non. Oui et non. Je pense que effectivement les Français pensent que c'est un mal qui peut toucher tout le monde, mais qui reste quand même cantonné à certaines catégories, les homosexuels, les toxicomanes. On a pu le voir, j'ai entendu la radio ce matin, dans un village où un séropositif s'était suicidé en se jetant dans un puits et où il y a eu un mouvement de panique et où le maire a donc bouché ce puits. Et voilà, quoi, c'est ça, c'est un peu de rejet dans la société. Vous-même, en tant que président de l'association ACT UP, vous souhaitez contribuer à cette émission? On espère pouvoir y contribuer, bien sûr, on a des choses à dire et à y faire. Merci Claus Velay pour ce témoignage et cette première réaction. Merci. Nicolas Sarkozy, porte-parole du gouvernement, a confirmé ce soir officiellement ce qu'il annonçait hier sur ce plateau à France 2. Édouard Balladur ne présentera pas de nouveaux textes sur la réforme de la loi Fallou et appelle à une large concertation avec les syndicats d'enseignants et les parents d'élèves. Écoutons-le. Les débats de ces dernières semaines montrent l'ampleur des problèmes qui se posent à l'enseignement public et à ceux qui le servent. Le Premier ministre a donc décidé d'inviter l'ensemble des organisations syndicales d'enseignement ainsi que les organisations de parents d'élèves à débattre avec le ministre de l'Éducation nationale et lui de l'avenir de l'école publique, de l'amélioration des conditions de son fonctionnement et des moyens qui doivent lui être alloués afin que la formation des jeunes Français soit assurée dans les meilleures conditions. Cet objectif national est très important pour l'avenir de notre pays. Il doit donner lieu à un débat serein, approfondi et réfléchi. La décision prise par le Conseil constitutionnel et l'attitude du gouvernement n'ont pas entraîné pour autant l'annulation de la manifestation de dimanche. Elle change simplement de nature. Témoignage recueilli par Chantal Kimerlin et Frédéric Pasquette, avant, je dois le préciser, la nouvelle déclaration du porte-parole. Retrait de la loi Bayrou, ça peut servir de souvenir, ça amusera les collègues. Cela étant, il nous en reste 3 qui nous paraissent plus que jamais d'actualité. J'aime l'école laïque, ça va sans dire. À fond pour l'école publique, c'est le problème des moyens, c'est ce qui motive le plus les collègues. Un badge n'est plus d'actualité, alors on réécrit très vite les slogans et quelques banderoles pour recentrer le thème de la manif sur la défense du service public. Pour cette section de Nanterre du syndicat des instituteurs le plus à gauche, la bataille n'est pas nouvelle mais plus que jamais actuelle. Si hier on a bien failli donner de l'argent au privé, alors aujourd'hui c'est au public qu'il faut le redistribuer. Il nous manque des crédits pour le quotidien, pour faire des photocopies, pour éclairer correctement les salles, pour avoir chaud dans les salles de classe, pour acheter une carte de géographie qui date pas de 1930. Et pour augmenter le nombre d'instituteurs, il y a 200 suppléants sur le département, pas assez de profs, de surveillants dans les collèges et les lycées difficiles, et les salaires sont trop bas. Si la mayonnaise prend bien, eh ben, on ira beaucoup plus loin. Nous sentons que nos collègues sont en capacité de... On en a vraiment assez, ils veulent bouger. Décision du jour, on photocopie en milliers d'exemplaires une enquête qui sera distribuée dimanche dans les rangs des manifestants pour recenser et repérer les besoins de chaque école primaire ou chaque collège de France. Les résultats seront présentés au ministre de l'Éducation dans les semaines à venir. Car, c'est clair, pour ces syndiqués, dimanche, il faudra transformer l'essai. La manif annonce une mobilisation des enseignants pour les semaines à venir. Voilà, et même à la retraite, je manifeste, parce que je manifeste. Et précisément, pour avoir une idée du degré de mobilisation des défenseurs de l'école publique, allons à Bordeaux avec Gilles Marinet et Philippe Dumail. L'école privée est sous leurs fenêtres, mais c'est Paris qui obnubile ses parents d'élèves de l'école laïque. Paris et sa promesse de grandes manifestations. Tout le monde ira, même si depuis la décision du Conseil constitutionnel, on respire mieux. Donc ce matin, ça a été le soulagement. Ouf, enfin on respire. Et je crois que la manif, pour la manifestation donc, de dimanche, on a envie d'y aller pour défouler. Pour défouler parce qu'on a eu trop peur quelque part. Soulagement mais pas triomphalisme. L'annulation de la révision de la loi Fallou a mis du baume au cœur des laïcs mais n'a pas complètement rassuré.
Dès ce matin, nous avons lu dans le Sud-Ouest une déclaration du ministre qui dit que malgré cela, il ne renoncerait pas à payer dans le domaine de la sécurité le service privé. Donc nous avons tout intérêt à être vigilants et à poursuivre notre lutte. Une opinion que beaucoup doivent partager, car parmi les centaines de parents d'élèves inscrits pour la manifestation, aucun ne s'est désisté, comme si la victoire n'était pas encore à l'ordre du jour. On parlera de victoire quand vraiment tous les enfants de l'école laïque pourront poursuivre des études dans de bonnes conditions et de façon égalitaire, c'est-à-dire dans tous les établissements de France. Et les militants espèrent bien tirer profit de la mobilisation, objectif dépasser la simple défense du principe d'égalité pour revendiquer une rénovation profonde de l'école publique. Quant aux partisans de l'enseignement privé, ils ressentent ce soir une certaine amertume, même s'ils l'expriment en demi-teinte. Allons en Bretagne avec Jacques Deveau et Roger Bendayan. L'école Saint-Armel est la seule école privée dans la ZUP Sud de Rennes. Seule, par manque de moyens pour en bâtir d'autres. Dans ce quartier populaire, la déception est grande chez les enseignants du privé. Ils ont le sentiment d'offrir le même service que l'école publique, mais ils sont limités dans leur développement. La demande est importante, mais beaucoup de familles sont dans l'impossibilité de venir à l'école. Nous ne demandons pas beaucoup financièrement, 100 francs par mois maximum, mais pour certaines familles, c'est encore trop. Je pense que c'est au détriment des familles, parce que le choix des familles se fera non pas pour un certain type d'école, une certaine valeur d'école, mais le choix sera avant tout financier. Même déception chez les parents d'élèves, sensibles notamment aux problèmes d'entretien des bâtiments. Je suis déçue dans la mesure où tous les enfants ont droit à la même sécurité au niveau des écoles, que les parents ont également le droit de choisir l'établissement qu'ils veulent, suivant différents critères bien entendu, mais que la sécurité c'est primordial, quoi. Nous allons chercher, et éventuellement avec les politiques, comment on va traiter les questions qui ont été posées sur la sécurité, sur éventuellement notre développement et sur la participation, si elle est possible, et apparemment le Conseil constitutionnel ne l'a pas interdit, des collectivités locales pour soulager les familles dans leurs investissements. Loin d'être résignés, les responsables de l'enseignement catholique de Bretagne vont donc reprendre leur bâton de pèlerin. Il leur reste à trouver une solution qui ne relance pas la polémique. Si cette querelle a ressurgi, c'est parce que, vous l'avez entendu, le problème de l'insécurité se pose d'une manière de plus en plus aiguë dans les établissements scolaires. Insécurité liée à la vétusté de certains locaux, c'est la raison pour laquelle le privé demande de l'argent. Insécurité liée aussi et surtout à la violence, c'est la raison pour laquelle le public est à ce point inquiet. Une double agression commise hier dans un lycée d'Amiens l'a illustré une nouvelle fois. Reportage de Valérie Gaget et Raymond Chaplard. La première agression a eu lieu à la sortie des cours. Une dizaine de jeunes, le visage dissimulé par des foulards, s'attaquent à 5 élèves du lycée Montaigne. Après les avoir roués de coups, ils s'enfuient en volant un sac et un blouson. La deuxième agression se produit peu après 23 h. Le proviseur du lycée sort de l'internat où il a rendu visite à 2 des élèves agressés. Il fait nuit, 3 jeunes masqués l'apostrophe. On aura ta peau et puis bon, il y en a un qui s'est avancé vers moi avec un couteau à cran d'arrêt. Et bon, j'en ai eu quelques... Enfin, j'ai essayé de parer les coups comme j'ai pu et j'ai reçu le coup de couteau dans la main droite. Les élèves, comme les professeurs du lycée Montaigne, ont été choqués, mais pas démesurément surpris par cette double agression. La petite délinquance qui sévit dans les quartiers nord d'Amiens a tendance à gangréner la cité scolaire. Il y a encore 15 jours, il y a sur le parking une voiture d'un élève qui était complètement saccagée, de la carrosserie aux vitres, les pneus crevés, et puis des professeurs qui sont déjà volés leur voiture. Il y a déjà eu des menaces. Naturellement, dans ces cas-là, il est très difficile de connaître les auteurs, étant donné que les personnes agressées elles-mêmes ont peur et ne veulent pas dévoiler l'identité de leurs agresseurs. Reçus cet après-midi au rectorat, les professeurs ont demandé des moyens pour enrayer l'engrenage de la violence. Ils souhaitent notamment que des policiers patrouillent aux abords du lycée afin de dissuader d'éventuels racketteurs. Si vous êtes parisien et si vous habitez l'ouest de la capitale, vous aurez sans doute remarqué la présence de forces de police importantes. Vous l'observerez aussi demain. Si vous habitez l'est de la ville, ce sera le cas dimanche. C'est Paris haute tension. Le temps de 3 événements, foot ce soir, rugby demain et manif dimanche. Michel Fine, Alain Saint. Oui, dans le paquet, la position exacte de ce barrage qui a été porté par les supporters. 18 h, les portes du Parc des Princes viennent de s'ouvrir. La salle d'état-major signale déjà les premiers incidents. C'est un message reçu.
C'est ici, dans les sous-sols de la préfecture de police de Paris, que le dispositif de sécurité sera coordonné au cours de ce week-end plutôt chargé. Demain, pour le match France-Irlande, 500 gendarmes et policiers seront sur le pont. Dimanche, pour la grande manifestation de l'école publique, il faudra gérer 4500 hommes. Enfin, pour le match de ce soir, classé à haut risque, on a mobilisé 1500 gendarmes et policiers. Le plus difficile aujourd'hui, vu les déclarations des uns et des autres, ça va être d'éviter une rencontre entre les supporters de Marseille et les supporters du PSG. Mais on a pris un certain nombre de dispositions autour du Parc des Princes pour tenter d'éviter cette rencontre. Les premières mesures de sécurité ont été mises en place aux portes de Paris. Péage de Fleury-en-Brie, sur l'autoroute A6, tous les bus emmenant les supporters venus de Marseille sont arrêtés pour un contrôle des billets. Aux abords du parc, les entrées sont filtrées également. Ce soir, on joue à guichet fermé, impossible d'entrer sans billet, du moins en théorie. Il n'est pas possible de chasser des possesseurs de billets qui sont actuellement dans leur tribune pour ouvrir une tribune. Ça a été négocié, ça a été refusé. Donc chacun dans sa tribune, sous protection. Ça va mal finir, ça. Ça va mal finir, dit-il. Éric Lemasson, vous êtes en direct devant le Parc des Princes. Est-ce que ça commence bien, au moins, à un quart d'heure du coup d'envoi? Écoutez, Paul, c'est simple. On n'avait jamais connu pareil déploiement de forces de l'ordre autour du Parc des Princes pour un match de football. Le Parc des Princes qui gronde derrière moi, 48 000 spectateurs, des Parisiens bien entendu, mais aussi des Marseillais, puisque 1 millier de supporters de l'Olympique de Marseille ont réussi à se procurer des places malgré l'interdiction décidée par les dirigeants du football d'un déplacement officiel. Ces Marseillais sont arrivés en début d'après-midi, ils ont été regroupés, on le voit sur ces images, aux abords du parc. Mais alors qu'il est seul un petit nombre d'entre eux ont pu pénétrer à l'intérieur des tribunes. La plupart d'entre eux sont toujours à l'extérieur et l'on craint évidemment des débordements, la colère de ces supporters de l'Olympique de Marseille qui sont toujours à l'heure qu'il est, pour l'instant, entre guillemets, privés de match. Paris Saint-Germain Olympique de Marseille, c'est une affiche magnifique, c'est aussi une affiche explosive pour les responsables du maintien de l'ordre ici. Pour l'instant, pas d'incident important à signaler, si ce n'est une grande tension évidemment, et notamment liée à ces supporters de l'Olympique de Marseille, toujours à l'extérieur du stade. On craint l'avant-match, on l'a dit, on craint aussi pendant le match, mais aussi et surtout l'après-match. On espère simplement que tout se passera bien. Voilà ce qu'on pouvait dire à quelques minutes du coup d'envoi de ce beau match, on l'espère, Paris Saint-Germain, Olympique de Marseille. Merci Eric, on vous retrouvera dans notre dernier journal. Les habitants de New York et de Moscou, de Chicago et de Saint-Pétersbourg vont enfin dormir tranquilles. Les missiles nucléaires américains et russes ne seront plus braqués sur les villes russes et américaines. Bill Clinton et Boris Yeltsin ont signé un accord qui prévoit également le démantèlement de l'arsenal nucléaire en Ukraine. Les deux grands, le russe et l'américain, promettent ainsi de ne plus jouer aux cow-boys et l'ukrainien promet de détruire les joujoux qui tuent. Mais le feront-ils vraiment? Question posée à Patrick Esther et réponse dans un instant après la photo du jour et l'accord du jour historique. Désormais, les villes américaines ne seront plus placées sous la menace permanente des armes atomiques russes. Au terme de l'accord signé aujourd'hui, et par mesure de sécurité, les missiles russes, mais aussi les missiles américains, ne seront plus programmés pour atteindre une cible terrestre, mais pour retomber dans les océans en cas de tir accidentel. L'accord prévoit également que les 1800 ogives nucléaires installées en Ukraine soient rapatriées dans les plus brefs délais en Russie pour y être désactivées. Quant aux missiles eux-mêmes, ils seront détruits dans leurs silos en faisant exploser leur carburant. De nombreuses expériences ont déjà été réalisées, comme ici sur la base de Pervomaïsk. Le président ukrainien Leonid Kravchuk a ratifié l'accord, mais après bien des tergiversations. Jusqu'à aujourd'hui, l'Ukraine pouvait prétendre être la 3e puissance nucléaire du monde. Aussi, à Kiev, bon nombre de parlementaires accusent déjà Kravchuk de trahison nationale. 2 élections, législatives et présidentielles, doivent avoir lieu cette année, et il n'est pas sûr que les nouveaux élus honorent les engagements pris par Leonid Kravchuk. C'est que les 1800 ogives nucléaires représentent une véritable fortune. Pour les récupérer, bien sûr, Moscou s'engage à fournir 100 tonnes de combustible pour les centrales électronucléaires ukrainiennes. Mais il n'est pas évident que cette promesse suffise à faire taire ceux qui souhaitent garder les missiles. Bill Clinton aura réussi sa visite dans les anciens pays communistes. C'était Hollywood à Prague. Le mot est de Václav Havel et c'était une star télé à Moscou. Le reportage est de Dominique Verda. Loin de la place rouge et des ordres du Kremlin, Varantsova, un quartier de Moscou, au bout de l'avenue Lénine.
Cet après-midi, jusqu'ici et jusqu'au fin fond de la Russie, on a pu le voir et l'entendre. Les Bouzdalov ont 2 téléviseurs. À la cuisine ou au salon, il ne pouvait manquer Bill Clinton. Le président américain s'adressait en direct aux téléspectateurs russes et répondait aux nombreuses questions 1 heure durant. Larissa ne travaille pas. Volodya, son mari, est économiste. Ils ne sont pas riches, loin de là, mais pas pauvres non plus. Ce sont des réformateurs, certes, mais modérés. Vous verrez bien, dit Bill Clinton, qu'il y a la lumière au bout de ce long tunnel. Moi, je suis plutôt optimiste. Parce que si l'on ne croit à rien, c'est triste de vivre ainsi. Quand Clinton nous dit « tenez bon, tout ira bien », on comprend que derrière, il n'y a pas de mesures concrètes. Il n'y a que ces mots « tenez bon » et une assistance technique. On dit que l'Amérique, reprend Clinton, essaie de vous dicter sa volonté. C'est faux. Croyez-moi, mes amis, votre destin influence le nôtre. C'est pour cela que nous voulons que vous trouviez les solutions les meilleures pour vous-même. Les Bouzdalov ne croient plus au miracle. Ils savent que la Russie ne devra compter que sur ses propres forces. Avant, il me semble qu'il y avait plus de respect pour notre pays qu'aujourd'hui. Le monde s'inquiète pour nous. Il se demande comment vont les réformes, comment on a fait pour tirer sur le Parlement, comment on luttait alors contre le communisme. Maintenant, ce n'est plus du respect, c'est du pragmatisme. Le spectacle est bientôt terminé. Bill et Hillary Clinton ont fait un véritable tabac sur le plateau et conquis toute l'assistance. Les Bouzdalov, finalement, leur trouvent un air bien sympathique. Et de toute façon, le vendredi, à la télévision, il n'y a pas Santa Barbara. Lundi, l'OTAN a menacé les Serbes de représailles si les bombardements se poursuivaient. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, les bombardements se sont poursuivis. Reportage de Jean-Jacques Le Garec et de Cyril Pecherick. Des vœux comme on aimerait en recevoir moins souvent. Tout d'abord, un obus tombe au pied de l'hôtel où résident la plupart des journalistes étrangers. Et puis c'est un délire de feu. Des milliers de balles traçantes illuminent le ciel de Sarajevo. On célèbre ainsi le nouvel an orthodoxe. Et cette démonstration montre, s'il en était besoin, le peu de retenue que les Serbes ont avec leur stock de munitions. Ce serait presque beau si ce n'était mortel. Les 155 obus qui sont tombés sur Sarajevo entre minuit et 1h30 ont tué 4 personnes. Et le chef des Serbes, depuis son bureau dans les montagnes, avertit que cette puissance de feu contre la ville reste la seule arme des Serbes. Que se passerait-il en cas d'intervention aérienne? Tout d'abord, il faudrait que l'on se défende contre les avions qui nous attaqueraient. Ensuite, nous perdrions probablement le contrôle de quelques unités et il y aurait un chaos dans lequel aucun étranger ne serait en sûreté dans cette région, parce que tous les étrangers seraient considérés comme des ennemis du peuple serbe. Et même les soldats de l'ONU? Oui, même les soldats de l'ONU. Tous les étrangers, puisqu'ils viennent des pays qui nous attaqueraient. Soldats de l'ONU, civils, militaires, tout Sarajevo et toute la Bosnie sont à la merci de décisions prises loin d'ici. D'un côté, la possibilité d'une intervention aérienne aux conséquences incalculables. De l'autre, le harcèlement au quotidien, particulièrement actif les jours de négociation et les jours de fête. Voilà les perspectives de la population de Sarajevo. Difficile dans ces cas de développer quelque espoir. En principe, quand un air est sectionné, il ne repousse plus. Ce « en principe » va peut-être disparaître. Une équipe de chercheurs suisses a fait un très grand pas, un pas d'1 demi-millimètre. Ils ont fait repousser un air d'1 demi-millimètre. Cela peut paraître dérisoire, mais cela peut avoir des conséquences importantes pour ceux qui souffrent ou qui souffriront de lésions importantes de la moelle épinière. Jean-Daniel Flessaquier. La moelle épinière, véritable circuit de transmission des ordres venus du cerveau à destination notamment de nos 4 membres. Quand cette moelle est sectionnée, ce sont des centaines de nerfs qui sont arrachés et qui ne vont pas repousser. Tout cela parce qu'au pied de la lésion, une série de réactions chimiques et toxiques va empêcher le nerf de rejoindre l'autre partie arrachée. À travers le monde, comme ici à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, les spécialistes cherchent à pallier cet inconvénient. Et aujourd'hui, une équipe suisse vient de réussir sur l'animal ce qui peut être considéré comme un progrès très important. Ces chercheurs ont administré 2 substances aux animaux. La première substance sert à lutter contre les effets nocifs qui se passent au pied de la lésion. La seconde substance aide le nerf à repousser. Résultat, ils ont obtenu une croissance de 0,5 mm. Cela peut paraître négligeable, mais c'est en fait presque un pas de géant qui ouvre de nombreuses perspectives et bien sûr, on pense tout de suite à la recherche sur l'être humain. Il faut encore certainement pas mal de temps
Mais faut-il le compter en années ou en dizaines d'années? C'est encore difficile de le savoir. Nous espérons que ça sera une question d'années, mais il y a encore beaucoup de travail pour les chercheurs. En tout cas, aujourd'hui, les chercheurs sont confortés. Ils savent qu'ils sont sur la bonne voie. François Mitterrand l'avait essayé, il n'avait pas commenté. Patrice Pelé l'a essayé, mais il va tout nous dire sur la nouvelle Renault que vous pourrez acheter à partir de demain si vous avez envie de prendre le large. Elle s'appelle Laguna. Celle-là, c'est la Safrane. Ça, la Laguna. Maintenant, voilà la Laguna. Non, pardon, ça c'est la Safrane. Oui, la Safrane, voilà la Laguna. Dernier essai, ça c'est la Safrane, c'est bien écrit dessus. Et voilà la Laguna. La Laguna, le dernier bébé de Renault, vous pourrez l'acheter dès demain. Il vous faudra ouvrir l'œil pour ne pas la confondre avec la Safrane. Chez Renault, on ne cherche pas à cacher ce lien de parenté. Le problème, c'est qu'à ce petit jeu, les clients potentiels de la Safrane pourraient bien se rabattre sur la Laguna. Entre les deux voitures, pour le modèle de base, 44 000 francs de différence. Alors, pourquoi payer plus cher entre deux voitures qui se ressemblent? Ce sont des voitures qui sont quand même très différentes. D'abord, Safrane est beaucoup plus longue, beaucoup plus grande. Elle fait 25 cm de plus. Ensuite, elle est plus grande à l'intérieur, plus habitable. Enfin, elle est équipée comme toutes les voitures de haut de gamme, c'est-à-dire beaucoup plus richement. Laguna, au contraire, est une voiture plus jeune, plus compacte, peut-être plus dynamique, qui touche une clientèle plus familiale, aux revenus moyens supérieurs. En série, vous aurez la direction assistée, des ceintures qui se tendent automatiquement en cas de choc et des renforts latéraux dans les portières. Vous roulerez dans une voiture à l'intérieur cossue, de quoi impressionner vos voisins qui, eux, ont payé leur voiture beaucoup plus cher. Mesdames, Messieurs, le salon de l'électroménager qui s'est ouvert à Villepinte, près de Paris, vous propose des produits d'une nouvelle génération. Révolutionnaires, micro-ondes, machines à laver, réfrigérateurs. Ces appareils ne parlent pas encore, mais ils ont, dit-on, un sixième sens. Frédéric Rota, Philippe Jasselin. La logique floue, cela concerne tous ceux que la programmation d'un appareil ménager perturbe ou ennuie. Le principe est simple, des capteurs électroniques intégrés à ce micro-ondes calculent automatiquement deux paramètres, le poids et le degré d'humidité. Aujourd'hui, le consommateur n'a plus à penser, n'a plus à réfléchir comment est-ce qu'il doit programmer son four, il doit simplement appuyer sur une touche automatique. Même principe pour ce lave-linge capable de reconnaître les textiles et le degré de saleté. Il ne lui reste plus qu'à gérer consommation d'eau et d'électricité. Pas de puce électronique dans ce sèche-cheveux, mais une programmation très affinée, selon que vos cheveux sont gras, secs, normaux, courts, moyens ou longs. Innovation de taille, il est désormais possible de faire cuire et griller un poulet en 18 minutes au micro-ondes. 18 minutes après, vous obtenez un poulet qui est parfaitement bien grillé et surtout cuit à l'intérieur, mais sans être desséché. Les fabricants collent au plus près des besoins des consommateurs. Le Français est un gros mangeur de pizza, on lui propose un micro-ondes spécial, pizza croustillante. Et puis pour ceux qui passent leur temps à déménager, plus de soucis à se faire, cet appareil est une véritable bénédiction pour tout transporter, ou presque. Et si, messieurs, vous voulez tout savoir sur votre élu UE, la française, lisez l'Express qui vous propose dans sa nouvelle formule un dossier complet sur les Françaises et sur la vie quotidienne des Français. La brute contre la belle, c'est bien le garde du corps de la championne américaine de patinage artistique Tonya Harding qui est à l'origine avec l'ex-mari de Tonya de l'agression contre sa rivale Nancy Kerrigan. Cela tient du Dallas sur glace et cela passionne autant l'Amérique que Christophe Duchiron. Dans le rôle du méchant, Sean Eckhart, ex-garde du corps de Tonya Harding, l'air pas franchement sympathique, depuis hier il dort en prison, forcément, il n'y a pas de quoi rire. Dans le rôle du comparse, Derek Smith, un petit air triste, forcément, lui aussi il a gagné un séjour derrière les barreaux, il aurait servi de chauffeur à l'agresseur de Nancy Kerrigan. Toujours en fuite, la mine pas très réjouissante, Shane Stantz serait l'agresseur, une agression à 100 000 $, 600 000 francs, pour frapper Kerrigan avec cette matraque télescopique retrouvée par les formidables enquêteurs du FBI. Maintenant, celui qui pourrait être le cerveau de l'affaire, Jeff Gillooly, gomina, petite moustache et pull violet, c'est l'ex-mari de Tonya Harding, la blonde patineuse. D'après les enquêteurs, l'ex-mari se rendrait bientôt à la police. D'après les enquêteurs, la blonde Tonya ne savait rien, reste maintenant à déterminer le mobile. Pour ce qui est de la brune Nancy,
Son genou va mieux, dans un mois elle sera aux Jeux Olympiques, sale histoire quand même. On dirait le scénario d'un feuilleton américain, mais non, mieux qu'un fait divers, un incroyable polar sur glace. France-Irlande demain au Parc des Princes, ce sera le premier match du tournoi des 5 nations. Sur le papier, la France est favorite, mais Berbizier, l'entraîneur, veut rester prudent, pas d'arrogance. Il compte sur la concentration de ses hommes, parmi eux Fabien Galtier, demi de mêlée, le nouveau de la bande avec Philippe Gallard, nouveau enfin pas tout à fait, Thierry Clopo, Maryse Richard. Pour revenir au sérieux, on met plus de pluriel là, on nous reprend les ballons, les conquêtes, on leur remet la pression comme un début de match. Le début de match c'était parfait, les occasions d'essai qu'on a, il faut les mettre. Fabien Galtier qui exhorte ses troupes, c'était au mois de novembre 92 à Nantes contre l'Argentine. C'était aussi sa dernière apparition sous le maillot tricolore. Le demi de mêlée de Colomiers marque ici un essai à la 6e minute, mais l'équipe de France se prend une gifle monumentale, première défaite de son histoire contre l'Argentine. Le minot de 22 ans, qui fut porté au nu pendant la Coupe du Monde 91, fait alors les frais de l'opération. Une mise au placard qui fait le bonheur du Toulonnais Aubin Hubert, mais après 14 mois d'exil, c'est aujourd'hui le retour du Columérin, Galtier, acte 2. Ce qui a changé, c'est qu'en 2 ans, on a une expérience nouvelle, du vécu. Bon, je suis passé par des hauts, je suis passé par des bas. Je veux dire, c'est le critère d'une carrière. Bon, je crois que je suis plus mûr et que l'expérience de 2 années passer loin de l'équipe de France font qu'on apprend beaucoup de choses et que quand on revient, on a un nouveau visage sur cette équipe. Son retour dans le tournoi, Fabien le doit sans aucun doute à ses excellentes prestations avec son équipe de Colomiers. Ce retour en grâce, il n'a pas été sans peine. Galtier a même dû faire appel à une sorte de psychologue. Ça s'appelle la stratégie mentale. Jean-Louis Dubier, bon, il est venu me proposer ses services, bon, j'ai accepté, on a fait une dizaine de séances. C'est vrai que c'est très intéressant, mais c'est pas la psychologie, c'est pour être plus compétitif sur le terrain. Et oui, je pense que ça m'a servi. Le dernier match de Galtier dans le tournoi, c'était à Murrayfield il y a 2 ans, une douche écossaise pour la France qui lui avait fait perdre son poste de titulaire pour le dernier match contre l'Irlande. Demain, contre ces mêmes Irlandais, le Columérin a promis de rattraper le temps perdu. Demain, 15 h en direct sur France 2, on retrouvera avec plaisir les deux compères, les deux Pierres. Si vous aimez les Jeux en blanc, je veux dire les Jeux Olympiques d'hiver, vous serez à la fête grâce à France Télévisions qui sera présente à Lillehammer en Norvège, très présente. 100 heures de programme, pas moins, du 12 au 27 février prochain. Antoine Cormery. Ils sont petits mais costauds et souriants. Les mascottes de Lillehammer vous souhaitent la bienvenue. Bienvenue aussi sur France Télévisions. De l'ouverture à la clôture, 100 heures de programme, toute l'actualité des Jeux Olympiques sur les 2 chaînes de service public. Une synergie qui permettra ainsi de suivre les JO le matin sur France 2, l'après-midi sur France 3, avec en plus un journal complet tous les soirs à 20h05 sur France 3. France Télévisions en Norvège, c'est une équipe de 130 personnes, journalistes et techniciens, pour suivre tous les moments forts des Jeux. Illustration avec la descente Messieurs, le dimanche 13 sur France 3, ou le patinage artistique Libre Dame, le vendredi 25 sur France 2 avec peut-être de l'or pour Surya Bonali. Quant à la cérémonie de clôture de ces 17e Jeux d'hiver, vous pourrez la suivre le dimanche 27 février à partir de 20 h en direct sur France 2. Des inédits de Modigliani à la fin de l'année. Ils seront exposés à Rouen, des dizaines et des dizaines d'esquisses que nous n'avons jamais vues. Si vous êtes pressés, allez à Londres, Christian Marimonneau. La collection Paul Alexandre présente un Modigliani inconnu. Le docteur Alexandre a découvert en 1907 le jeune prodige italien Modigliani. Il était le premier à lui acheter des dessins. La Royal Academy de Londres lui rend hommage avec cette sélection de 200 dessins inédits pour la plupart. Le nu féminin, sensuel, sans provocation. Le cirque, le théâtre, à la manière de Toulouse-Lautrec, mais sans la fête. Il a vécu à Montmartre à la fin de sa vie avec pour amis Picasso, Van Gogh, Apollinaire, Max Jacob. De son vivant, ses expositions n'attiraient pas les acheteurs. Faute de moyens financiers, il se contentait de dessiner sur de vulgaires feuilles de papier qu'il vendait pour se payer son verre d'absinthe et sa dose d'opium. Cette large sélection permet de mieux cerner le style de Modigliani, au croisement du cubisme et des masques africains. Il continue à faire une espèce d'abstraction, jusqu'au moment qu'il arrive à la ligne pure, qui distingue plus ou moins la forme, mais qui dure indépendamment sur le papier, sur la feuille de papier.
Modigliani a vécu intensément, mais peu de temps. Il est mort à 36 ans. Il avait pour devise cette formule « La vie est un don offert à quelques-uns pour le plaisir de tous », la définition de l'artiste. Le temps avec Nathalie Riouet dans un instant, la route avec Valérie Maurice, le polar à 20h50, la culture à 22h15 avec Pivot et ses invités notamment Marielle, le journal à 23h30 et la comédie de Guitry à 23h50. Bonne soirée sur France 2, je vous retrouve demain à 13h, bonsoir.